À tous et à toutes, donc bienvenue à ce premier webinaire du cycle Regard de jeunes chercheurs sur la méthanisation qui est organisé par le Centre technique national du biogaz et de la méthanisation du Club Biogaz. Donc pour cette session, on a voulu lancer dans ce nouveau cycle les travaux des jeunes chercheurs parce qu'on considère qu'ils sont souvent riches d'enseignements, très innovants et directement utiles pour la filière de la méthanisation. Pourtant, il reste parfois peu visible en dehors du cercle académique. Donc, l'objectif aujourd'hui du CTVM, avec ce format qui est très simple, c'est de donner la parole aux jeunes chercheurs et permettre à la communauté de biogaz et de méthanisation de découvrir leurs résultats et leurs perspectives. Donc, aujourd'hui, on a choisi volontairement une formule très légère. Donc, chaque intervention, elle va durer une dizaine de minutes, suivie de 10 minutes d'échange via le chat. Et Karine reviendra sur ce point en détail. Et ce cycle, il est aussi ouvert à d'autres doctorants nouveaux. Donc, si vous êtes vous-même doctorant, jeune chercheur ou jeune docteur, que vous souhaitez partager vos travaux, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qu'on communiquera à la fin du webinaire. Et donc aujourd'hui, pour cette session, on a le plaisir d'écouter 3 interventions. En premier, on aura Martin sur la structuration de la filière et l'acceptabilité sociale des projets. La deuxième intervention sera celle de Daniela sur l'impact des digestats sur la qualité microbiologique des sols. Et enfin, on aura Mohamed sur l'optimisation des procédés de gestion anaérobie des boues et la réduction des micropolluants. Voilà, je donne la parole juste quelques instants pour Karine pour les infos logistiques. Bienvenue à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux pour ce premier webinaire d'un nouveau cycle avec les jeunes docteurs du CTVM. Donc, comme Farah vous l'a expliqué, mais pour que tout soit clair, donc ce webinaire est en écoute seule, c'est-à-dire que nous vous invitons à poser vos questions via le chat. Nos experts vous répondront directement dans le chat et tout le monde pourra voir leurs réponses. Farah se fera l'écho de toutes vos questions pour le petit temps de questions-réponses à l'issue de chaque présentation. Et les questions qui n'auraient pas été traitées vous seront répondues directement par mail courant semaine prochaine. Ce webinaire est enregistré et le replay ainsi que les présentations visuelles vous seront communiquées avec le calendrier des prochains webinaires à venir dans un mail de suivi qui sera également envoyé courant de semaine prochaine. Et voilà, bah écoutez, nous allons pouvoir commencer. Vous arrivez tranquillement, donc c'est parfait. Excellent. Donc, je donne la main à Martin directement, qui pourra défiler ses slides sans plus attendre. Voilà, Martin, c'est à toi. Attends, je vois si j'ai la main dessus. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est parfait. Ok. Je sais pas si je commence maintenant ou pas. Ouais. Ok. Bonjour à toutes et tous. Je suis Martin Faul. J'étais doctorant. Là, je suis recruté en tant que maître de conférence à l'UBO. Donc, c'est l'université de Brest, en Bretagne. J'ai fait ma thèse en partenariat avec l'ADEME et Engie, donc c'est des résultats qui sont aussi un peu avec eux. Et l'objectif de ma thèse, c'était de travailler sur les questions de développement de la méthanisation en France et le compromis qu'il peut y avoir entre l'acceptabilité sociale et les questions de localisation. Donc, dans un contexte de projet de thèse, on va avoir des projets de méthanisation qui vont amener plusieurs questionnements. Et le premier questionnement qu'on se pose en économie, parce que je suis économiste, c'est la question de la ressource et comment des ressources peuvent avoir des influences sur la localisation des unités. Donc, le premier élément qui saute aux yeux, c'est la question de la ressource méthanogène. Si on n'a pas de ressource méthanogène pour mettre dans l'unité, ben en fait, on ne va pas avoir de production. Donc, c'est la question un peu importante. On va avoir aussi des questions de ressources qui vont être autres au niveau des parties prenantes sur le territoire. Est-ce qu'il existe des personnes qui veulent monter des projets et est-ce que toutes les parties prenantes du territoire vont avoir cette volonté de mener des projets ou pas? Et après, plus spécifiquement pour les unités en injection, on va avoir un questionnement sur la proximité aux installations parce que plus les distances vont être grandes par rapport aux installations de gaz, plus ça va être compliqué d'installer l'unité. Par rapport à ça, on va avoir des réticences qui vont s'amener. Donc, lorsqu'un projet va s'amener, on pourra avoir des réticences des populations des projets.
Donc ici, ça va être premièrement des contestations lors des phases de construction. Donc ça, c'est en amont de l'installation. C'est des réticences qui vont amener parce que les populations ne veulent pas voir l'unité de méthanisation s'installer. Et après, on va avoir des contestations aussi qui sont possibles à la suite, donc qui n'étaient pas théoriquement des populations qui n'étaient pas contre la méthanisation, mais suite à l'arrivée des externalités négatives qui peuvent exister avec la méthanisation, il y a eu des questions et des éléments de contestation. Donc ici, en fait, la question qu'on se pose généralement dans cette thèse-là, c'est dans quelle mesure la localisation de la méthanisation, elle est à la fois influencée par des questions de ressources, et donc ici de production et de localisation par dans le projet, mais à la fois une question judicieuse sur la répartition des externalités, parce qu'une unité de méthanisation arrive sur un territoire et peut amener des externalités, donc c'est ce qu'on veut comprendre. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais présenter mes 3 articles que j'ai menés, donc je vais prendre à peu près 2 minutes par article. Donc c'est vraiment les articles qui ont pour vocation de synthétiser mes travaux de recherche et qui sont vraiment là pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est la localisation et la diffusion de la méthanisation. Donc ici, on a des chercheurs qui ont déjà travaillé sur ces questions de la présence du potentiel méthanogène comme facteur de localisation, mais qui ont travaillé sur des échelles qui sont très agrégées, soit des niveaux régionaux, soit des niveaux départementaux. Et ensuite, la question qu'on essaie de soulever aussi dans cet article-là, c'est la question de la diffusion et donc de l'effet d'agglomération de la méthanisation. Donc, est-ce qu'une unité de méthanisation qui arrive sur un territoire va amener d'autres unités à s'installer autour d'elle? Et donc, on a pris une littérature qui est la littérature de l'économie de l'innovation, et parce qu'on considère en fait que les porteurs de projets vont innover et vont même éco-innover dans ce cadre-là, et donc on a toute une littérature qui porte dessus. Donc l'idée ici de cet article-là, c'est d'étudier l'impact des variables méthanogènes, donc le potentiel méthanogène qu'il y a au niveau français, enfin ici je prends la Normandie et la Bretagne, et de regarder si au niveau communal, ces potentiels-là vont avoir un impact. Et ensuite, regarder si le fait d'avoir une unité de méthanisation qui s'installe dans une commune va amener d'autres unités autour à s'installer et donc avoir ces effets d'agglomération. Donc ici, ce qu'on fait par rapport à la littérature un peu classique, c'est qu'on va aller dans un niveau très désagrégé. Le plus petit qu'on va essayer d'avoir, c'est celui du niveau communal. Et donc ici, on va trouver un maillage qui est très proche des exploitants agricoles, en tout cas le plus proche d'un point de vue économique et du potentiel méthanogène. Donc ici, j'ai résumé mes résultats en 2 éléments. Qu'est-ce qui crée l'arrivée d'une unité de méthanisation sur un territoire avec les données qu'on avait? La première chose, c'est des caractéristiques de la commune de référence. Donc, est-ce que votre commune de référence va avoir ces caractéristiques-là? On va avoir le potentiel animal et industriel qui montre en fait que plus ce potentiel-là va être important, plus on va avoir une possibilité d'installation d'une unité de méthanisation. Le potentiel végétal n'est pas pris en compte parce que je ne pouvais pas prendre en compte les cives dans les cultures, donc ce n'était pas possible de le prendre en considération. Plus le territoire va avoir aussi des jeunes exploitants, plus il va avoir une probabilité d'installation forte. Donc ça renvoie aux phénomènes d'innovation qui sont généralement portés par des acteurs jeunes. Et après, les zones protégées ont un effet négatif parce que les unités ne peuvent pas s'installer sur les territoires en effet protégé. Ensuite, on va avoir les caractéristiques des communes aux alentours. Donc ici, ce qu'on a observé, c'est que si une commune est si on regarde une commune avec une unité installée, généralement, les communes aux alentours vont aussi avoir des forts potentiels pour les effets de coopération. On va avoir aussi un élément qui est important et le plus important, c'est aussi que les unités aux alentours vont jouer un rôle positif dans l'installation de l'unité, mais avec une distance pas trop proche parce qu'il y a des effets de concurrence qui vont se créer et pas trop éloignés parce qu'on va avoir des effets qui vont disparaître. Donc on a remarqué un effet d'agglomération relativement proche, mais ici sur les régions, je leur dis, Bretagne et Normandie. Donc voilà pour les premiers résultats. Donc, on a observé que la méthanisation, ce n'est pas forcément un phénomène qui est aléatoire et ça ne s'installe pas n'importe où. Donc, il y a des conditions qui vont permettre ça. Et ensuite, ces conditions-là, elles vont jouer un effet sur les populations parce que les populations, elles vont accepter ou non l'unité de méthanisation. Donc ici, on a voulu faire quelque chose. On a voulu s'intéresser à ce qu'on appelle les capacités à payer sur l'éolien, photovoltaïque et méthanisation. Et on regarde aux individus, on interroge, on leur demande est-ce que vous êtes prêts à payer pour tel mix énergétique ou tel mix énergétique et en fonction de ça, on fait varier chaque énergie renouvelable. Donc ici, l'idée de ça, c'est de travailler sur ces capacités à payer et regarder si ces capacités à payer, elles vont varier selon les individus et surtout selon la proximité aux énergies renouvelables. Donc on va interroger une personne qui n'est pas trop loin d'une unité de méthanisation et on va lui proposer le même scénario qu'une autre personne et lui il va dire bah, oui ou non s'il veut voter, s'il veut prendre cette option-là ou pas. Donc l'idée ici, c'est que les individus qui vont être à proximité des unités de méthanisation vont généralement avoir une capacité à payer plus faible que ceux qui sont
autre. Donc, ce qui signifie en fait que la méthanisation a un impact négatif sur les capacités à payer des individus. Mais cet effet-là, il va être double. Il va être premièrement sur un effet générationnel. Donc, on remarque d'abord un effet entre générations, c'est-à-dire que les populations plus jeunes vont tendance à favoriser des choix en faveur des énergies renouvelables plus fortement que ceux qui sont âgés. Donc ça, c'est le premier effet. Et c'est dans cet effet générationnel qu'on va avoir un effet de localisation. Donc ici, que les individus qui vivent à proximité des installations, dans une même génération, vont avoir tendance à moins favoriser une énergie renouvelable que ceux qui sont en dehors de ça, donc en dehors de l'énergie. Donc on a un effet de proximité qui montre en fait que les individus qui vivent à proximité d'une méthanisation ou d'une éolienne vont généralement avoir moins tendance dans la même catégorie d'âge qu'eux à favoriser un mix énergétique. Donc un peu l'idée qu'on avait dit derrière ça, c'était qu'ils avaient déjà un peu fait leur part en acceptant l'installation de l'unité ou de l'éolienne sur leur territoire. Donc ce ressenti-là, c'est un ressenti qui est fait par enquête et qui est demandé directement aux populations. Maintenant, ce qu'on a voulu voir, c'est qu'on a voulu observer leur consommation par les ventes de prix immobiliers sur le territoire. Donc ici, on a une littérature qui est assez vaste, mais qui n'est pas forcément finie, parce que la première chose qu'on va voir, c'est que la littérature sur les effets de prix de l'immobilier avec la méthanisation, c'est des effets qui étaient souvent mesurés à des échelles communales, voire supracommunales. Donc, on avait vraiment l'installation d'une unité, on considérait que l'unité était installée dans une commune et c'était toute la commune qui subissait le même effet immobilier. Donc, les résultats étaient souvent non significatifs parce que les distances étaient trop grandes. Et on avait aussi un terrain qui était généralement, les trois terrains d'études qui étaient pris, c'était l'Allemagne, l'Italie et le Danemark, qui avaient des conceptions sur la méthanisation et des modes de développement qui étaient différents. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu étudier la méthanisation au niveau de la France, sur le parc immobilier français, à des échelles très faibles, donc on parle de moins d'1 kilomètre, et sur des modèles qui sont à la fois urbains et ruraux. Ok, est-ce que j'ai encore la main? Je veux bien que tu passes la diapo, s'il te plaît. Parce que j'ai plus la main dessus. J'ai pas la main sur. Ouais, merci. Du coup, ici, les résultats, c'est les suivants. Donc, on observe un effet négatif. Enfin, de façon générale, en fait, il n'y a pas d'effet, si on prend toutes les unités en France, il n'y a pas d'effet sur le prix de l'immobilier de façon générale. Mais après, si on découpe les effets en fonction des points de vue urbains et des points de vue ruraux, donc on considère les méthanisations dans 2 points, on va remarquer en fait que les milieux urbains ne vont pas avoir d'effet et les milieux ruraux vont avoir une dévaluation de l'ordre de 5% sur les premières années. Ici, l'effet que j'ai fait, c'est assez récent, donc c'est sur les premières années d'installation. Parce qu'en fait, en gros, on va avoir une arrivée d'une externalité négative sur le territoire qui va amener à un effet de dévaluation meilleure. J'ai toujours pas la main sur le diapo. Et donc ici, on va remarquer en fait que ces effets-là, ils sont plus marqués sur des petites unités uniquement en milieu rural. Mais après ces éléments-là, c'est parce qu'en fait, on a trouvé que les effets de justice procédurale, donc en fait le fait d'amener les projets, etc., était moins marqué sur les petites unités que sur les grandes unités qui avaient des régimes différents en termes de ICPE. Je peux passer aussi la slide suivante. Parce que j'ai toujours pas la mise. Donc en fait ici, par rapport à cette thèse-là, on va avoir différents éléments et différents impacts. La première chose, c'est qu'il y a un peu l'idée d'instaurer une planification du développement des unités pour d'un premier temps maximiser la production énergétique pour avoir cette indépendance et maximiser ces éléments-là. Mais en même temps, il faut réfléchir à cette maximisation de l'énergie en fonction aussi d'une minimisation des réticences sociales et donc de ne pas tout mettre les unités au même endroit parce que ça pourrait créer des réticences. Ensuite, pour l'installation et la maximisation de la production, on a cet élément en fait de soutien qui est hyper important sur les premières unités de méthanisation qui vont s'installer sur un territoire où il n'y a pas encore d'unité de méthanisation, parce que des effets d'agglomération et des effets de diffusion pourront avoir lieu. Ensuite, on a une amélioration des normes qui peuvent, sur les unités de méthanisation, permettre de réduire les externalités pour réduire les nuisances et donc permettre une moins grande impact de ces unités sur le bien-être des consommateurs et des habitants aux alentours. Et enfin, de façon plus générale, ça va être un peu les travaux que je vais mener ensuite, c'est la question en fait de comment travailler sur une distribution locale de l'énergie et permettre à la méthanisation d'avoir vraiment cet ancrage territorial encore plus marqué qui permettrait peut-être d'avoir des externalités, mais en même temps, les externalités seraient compensées par des bonus énergétiques. Donc voilà un peu mes travaux et ce que j'ai fait. Donc je vous remercie. Donc voilà.
Parfait, merci beaucoup Martin pour cette intervention très intéressante. Ce que je propose maintenant, c'est de garder 5 à 6 minutes de temps de questions. Donc, n'hésitez pas, les participants, à poser directement vos questions et on les fera remonter. Pour le moment, il y a une ou deux questions qui commencent à remonter. Donc, la première, c'est combien de personnes dans l'enquête des résultats de ton chapitre 2 sur la capacité à payer ont été interrogées et quelles sont les principales régions concernées et est-ce qu'on peut généraliser au niveau de la France si jamais c'est vraiment des régions spécifiques qui ont été interrogées. Du coup, pour la deuxième article, pour les capacités à payer, il y avait 400 personnes qui ont été interrogées sur plusieurs maxes énergétiques. Donc, c'est 400 personnes qui ont été interrogées en porte-à-porte. Donc, en fait, en gros, on allait les voir et on leur posait. La questionnaire durait à peu près 30 minutes. En fait, l'idée, c'est de récolter en fait les données un peu sur leur consommation énergétique, etc. Et après, on faisait passer des modèles en capacité à payer. Donc, c'est des modèles, je n'ai pas présenté, mais c'est des modèles où en fait, on disait, voilà, vous avez 3 choix de mix énergétique. Donc, un, admettons, avec 10% de méthanisation, 5% d'éolien, 5% de photovoltaïque. Et après, il y avait 3 autres choix qui étaient possibles. Admettons, avec 15% de photovoltaïque et 5,5 méthanisation. Les gens faisaient leur choix là-dessus. Donc en fait, ici, on est sur un échantillon plutôt réduit, mais très complet en termes d'enquête et donc de temps qu'on a passé avec. La région qui est concernée, donc du coup, comme on fait du porte-à-porte, on ne pouvait pas commencer à se dire qu'on allait dans toute la France, donc on a travaillé sur la Normandie, et plus précisément en Normandie de façon générale. Et après, sur la généralisation des données, en fait, ici, l'enquête a été faite en 2020, donc principalement sur des unités qui étaient encore en développement, une technologie qui était peu connue. Maintenant, pour cette généralisation des articles, et surtout à l'heure actuelle, il faudrait que je vois en fait aussi l'évolution de la connaissance, parce que c'était un projet en fait dans cette enquête-là où il y avait peu de connaissances sur la méthanisation, et maintenant, il faudrait que je retravaille sur la connaissance en fait des individus sur la méthanisation pour voir si cette connaissance-là n'a pas amené une amélioration de la méthanisation et du principe. Parce que vraiment, le seul problème qu'on avait avec la méthanisation, c'est que sur l'enquête totale, il y avait juste 25% des populations qui connaissaient réellement la méthanisation. Ça se trouve, maintenant, ce chiffre a évolué, donc peut-être que les résultats vont aussi potentiellement changer et s'améliorer pour la méthanisation. D'accord, merci pour cette réponse détaillée. On a une autre question de Maëva. Est-ce que tu pourrais expliquer plus en détail pourquoi il y a un effet négatif plus important pour les petites unités? En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est que la méthanisation, quand on a pris notre modèle, on a fait un modèle global, à la fois sur les modèles ruraux et à la fois sur les modèles urbains. Et en fait, ce qu'on a observé, c'est que le rural avait un effet négatif et l'urbain non. Donc après, on s'est intéressé au modèle rural et on s'est dit, bah, en fait, là-dedans, il y avait déjà un article qui montrait que les très grosses unités de méthanisation avaient un impact négatif. C'était en Danemark et nous on s'est dit bah en fait ça va être la même chose et on a pris en fait notre découpage de petites et grandes unités, c'est le régime ICPE. Si vous êtes dans le régime ICPE le plus bas, vous êtes considéré comme une petite et si vous êtes après dans les deux autres régimes ICPE, vous êtes considéré comme une grosse unité. Et en fait en faisant ces travaux-là, ce qu'on a remarqué c'est que l'effet négatif était présent sur les petites unités parce que ce qu'on a conclu nous c'est que le régime ICPE le plus bas n'avait pas en fait tout cet aspect de divulgation et le projet qui était mené était beaucoup moins transmis avant la construction et lors de la mise en place. Avec les élus locaux, il y avait moins de diffusion de l'information que l'unité allait s'installer. Donc en fait, le choc lors de l'installation de l'unité et de la construction était beaucoup plus fort parce qu'il n'était pas forcément anticipé ou prévu. Et donc les contestations étaient plus fortes et donc ça avait un impact négatif sur le prix de l'immobilier. Donc c'est comme ça qu'on l'a vu. Alors que les autres grosses unités, bah, il y a des phases de discussion, il y a des phases de choix de localisation, ou alors il y a eu moins de discussions avant qui pouvaient être plus facilement menées et qui étaient affichées au public. Donc c'était principalement ça l'explication. Après, l'article, il est publié si vous voulez le lire plus en détail. Donc là, j'ai vraiment fait quelque chose. Je pourrais vous envoyer aussi par la suite via la TEE les deux derniers articles que j'ai faits pour vous les lire en anglais, mais vous pouvez le traduire aussi. Parfait, excellente idée. Je prends encore une ou deux questions supplémentaires. Donc, on a une question de Pablo qui demande pourquoi l'acceptation sociale est moins forte lorsqu'il y a plusieurs unités de méthanisation à proximité, alors même que la population y est déjà plus familiarisée. Par rapport à... Parce que là, en fait, je comprends. On parle de quel papier là-dedans parce que... En fait, la question, c'est pourquoi l'acceptabilité sociale est moins forte lorsqu'il y a plus d'unités, mais ça fait référence à quel… Alors, j'invite
Pablo a reprécisé sa question. Ouais. Sinon, tu pourras la prendre. Ouais, je pourrais répondre à Pablo, on pourra après discuter ou je pourrais donner mon mail pour qu'on en discute là-dessus parce que Parfait. On a encore le temps de prendre une dernière question. Donc, de Nicolas Lotal. Est-ce que l'impact sur le prix immobilier est visible dès la communication du projet? Est-ce qu'il existe un impact plus important sur les projets avec opposition? Dans quelle proportion? Et intuitivement, il pense que c'est l'opposition à un projet et sa communication néfaste qui va impacter l'immobilier plutôt que le méthaniseur en lui-même. Ça, c'est très intéressant. En fait, ce qu'on a fait ici comme élément, c'est qu'on a regardé la phase de mise en service comme étant le choc d'installation sur le prix de l'immobilier. Mais en fait, en gros, dans ces modèles-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi regarder si ce choc-là n'est pas intervenu avant. Et ce qu'on appelle, c'est on fait des effets d'anticipation. Donc, on regarde si les gens anticipent l'arrivée de l'unité et varient les prix de l'immobilier avant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une anticipation d'1 an et 2 ans avant l'installation de l'unité de méthanisation. Et on n'a pas remarqué d'effet négatif. Donc, en fait, en gros, le choc du prix de l'immobilier intervient uniquement lors de la construction. Ensuite, pour votre deuxième question, qui est est-ce que les zones de contestation sont des zones qui ont un vivier plus fort si l'unité s'installe comme étant négatif sur le prix immobilier? On a voulu le faire, mais le problème, c'est qu'il y a une corrélation. Enfin, le fait au début, je voulais mettre en fait les territoires où il y avait eu des associations qui étaient contre les unités de méthanisation. Donc, il y a un document qui existe qui montre en fait l'installation de toutes les unités de méthanisation qui est là-dessus. Mais en fait, en faisant ça, j'avais une corrélation qui était trop forte entre. En fait, il y a forcément un prix. En fait, le fait d'avoir des associations, ça veut dire que le projet va se monter ou pas se monter, mais on sait déjà qu'il va y avoir un projet qui va se monter. Donc en fait, ici, dans mon modèle, ça ne fonctionnait pas parce qu'on pouvait déjà anticiper l'élément. Donc en fait, méthodologiquement, ça ne fonctionnait pas de mettre cette variable-là. Et donc ça, c'est un de mes travaux futurs que je vais faire sur l'arrivée de l'association, mais de façon différente parce que méthodologiquement, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Mais en tout cas, ici, on avait travaillé sur ces questions-là et c'est juste ce que vous dites là-dessus. Et ça va être des prochains travaux que je vais mener par la suite. Super, merci beaucoup Martin pour cette intervention très intéressante. Ce que je te propose, c'est essayer de répondre aux questions dans le chat. Et sinon, vous pouvez directement contacter Martin à son adresse. Et nous, de notre côté, on partagera les slides, mais aussi les 2 articles dont Martin a parlé aujourd'hui. Voilà, donc sans plus attendre, on va donner la parole à Daniela. Daniela, je te passe la main pour partager. Normalement, tu devrais pouvoir le faire. Tu me dis si c'est bon. Oui, je crois que c'est bon, mais je ne vois pas les flèches. Oui, c'est bon. Oui, parfait. Allez, on y va. Ok. Bonjour, je m'appelle Daniela Mora. Aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats issus de ma thèse. Ma recherche a porté sur l'impact des digestats de méthanisation sur la qualité microbiologique des sols agricoles. Donc, aujourd'hui, la méthanisation se présente comme une solution pour la transition énergétique et agroécologique. Écologique plutôt. Pourquoi? Parce que d'un côté, on produit un biogaz qui est riche en méthane, donc une source d'énergie renouvelable. Et de l'autre côté, on produit aussi un digestat qui aujourd'hui est pendu au champ comme un fertilisant organique. Cependant, ce retour au sol de digestat pose des questions aux agriculteurs, à la société en général et aussi à nous, les scientifiques, sur c'est quoi l'impact de ces digestats sur la qualité des sols. Donc, c'est dans ce contexte qui se place ma thèse. Donc, mes recherches ont été menées au sein de l'unité mixte d'agroécologie de l'INRA et de Dijon. Et ma thèse a été financée par GRDF, l'ADEME et le ministère de l'Agriculture. Elle a aussi fait partie d'un projet multidisciplinaire, le projet Métabiosol, qui avait comme objectif évaluer les impacts des digestats sur la qualité biologique des sols. Et pourquoi on s'intéresse au sol? Parce qu'en fait, le sol, c'est un milieu vivant. C'est l'un des réservoirs les plus diversifiés de la planète. Si on prend une cuillère à café de sol, dans cette cuillère à café de sol, il y a plus d'organismes que d'humains sur Terre. Et dans cette cuillère à café de sol, on va trouver à peu près 1 gramme de sol. Et ici, on peut trouver plusieurs milliards de taxons différents, y compris les vers de terre, des arthropodes, des nématodes, mais aussi, surtout, ce qu'on va trouver, c'est des micro-organismes. Et quel type de micro-organismes?
principalement, on va trouver des bactéries et des archées et des champignons. Dans 7 grammes de sol, on peut trouver autour de 1 milliard de cellules de bactéries et cela représente à peu près 1 million d'espèces différentes. Et par rapport aux champignons, c'est 1 million de cellules, 100 000 espèces différentes. Et si on prend les champignons filamenteux et on démêle les sites fongiques, on peut arriver à avoir jusqu'à 200 mètres d'îles fongiques. Donc, ces micro-organismes, ils ont un rôle central dans les fonctions biologiques du sol et ils sont les plus abondantes et les plus diversifiées du sol. Ils sont les responsables d'un certain nombre de fonctions biologiques, notamment la minéralisation de la matière organique, la structure et stabilité du sol, la dépollution, la régulation des pathogènes. Et ces fonctions biologiques vont ensuite se traduire dans des fonctions agroécosystémiques, notamment la production végétale, le stockage du carbone, les supports de culture, la dynamique de l'eau et l'état sanitaire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des facteurs qui peuvent avoir un impact plus ou moins négatif sur les communautés microbiennes du sol. Notamment, on sait que le travail du sol en termes de fréquence ou de profondeur, ça va être un facteur avec un fort impact négatif sur les communautés microbiennes du sol. Par contre, on sait que l'association culturelle, donc avoir une diversité de cultures dans la rotation, la présence d'intercultures, maintenir les sols couverts, c'est une pratique vertueuse pour les micro-organismes du sol. Et par rapport à la fertilisation, on sait que les apports de matière organique, notamment les amendements organiques, c'est une pratique positive. Par contre, pour la fertilisation minérale, on se trouve dans un entre-deux. On ne peut pas statuer si c'est négatif ou positif. Et c'est là où se place ma thèse. Donc, les digestats et méthanisation, c'est quoi l'impact sur les communautés microbiennes du sol? Dans ce contexte, on s'est posé plusieurs questions de recherche. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des questions qu'on s'est posées. Donc, quel est l'impact au champ d'un apport répété de digestats sur les communautés microbiennes du sol? Et pour répondre à cette question, on a eu une approche expérimentale avec des sites expérimentaux dans le longue durée. Et aujourd'hui, je vais présenter des résultats issus d'une question particulière qu'on s'est posée dans le cadre d'une fertilisation qui combine l'apport d'un produit résiduaire organique avec une source additionnelle d'azote via les digestats ou via une fertilisation minérale. Est-ce que l'effet du digestat est comparable à celui de l'engrais minéral? Donc, comment on fait pour répondre à ces questions? Bon, d'abord, on va au terrain, on prélève des sols. D'un côté, on fait des analyses de la physico-chimie du sol, donc la teneur en carbone organique, l'azote, le pH, la texture et d'autres éléments. Et aussi, on fait l'extraction de l'ADN. À partir de cet ADN du sol, on quantifie la biomasse moléculaire microbienne. Et aussi, on fait du séquençage des gènes C16 pour cibler les bactéries et les archées et du gène D6 pour cibler les champignons. À partir de ça, on fait des calculs des indices de diversité qui vont nous permettre d'écrire les structures et la composition des communautés microbiennes. Donc ici, on a 12 indicateurs, donc la biomasse et les indices de diversité qui nous permettent d'écrire la qualité microbiologique des sols. Donc, pour que vous pouvez avoir une idée à quoi cela correspond, nos indicateurs, donc, la biomasse moléculaire, c'est en gros la quantité totale de micro-organismes qu'on trouve dans les sols. Donc, on a un sac de billes et chaque bille, c'est des micro-organismes. Donc, plus le sac est grand, on a plus de biomasse. Et si on regarde à l'intérieur de notre sac de billes, les différentes couleurs des billes, c'est la diversité. Donc, le mieux, c'est d'avoir un gros sac rempli avec plein de billes de couleurs différentes. Donc, plus de biomasse, plus de diversité. Donc, notre terrain de jeu. C'est un site expérimental de longue durée qui se trouve à l'INRA de Colmar. Ce site s'appelle Prospective. Et ce site a été mis en place dans l'année 2000. Il reçoit des apports de digestats qu'à partir de l'année 2015. C'est un digestat issu des déchets d'industrie agroalimentaire, effluents d'élevage et matières végétales. Et les modalités qu'on a dans ce site, ce sont des modalités couplées. Donc, j'ai mis en bleu les pros classiques. Donc, on a compost, fumier bovin et bout de station d'épuration. Et à chaque fois, on va combiner cette pro avec soit le digestat, soit le minéral. Et on a des parcelles témoins qui reçoivent que du digestat ou que du minéral. Donc, la rotation culturelle dans le site, c'est une rotation maïs, blé, betterave, orge avec des intercultures de moutarde. Le raisonnement des apports est fait pour atteindre des rendements équivalents dans les deux modalités, donc pro combiné avec du digestat et pro combiné avec du minéral, basé sur la teneur en azote de ne pas dépasser 170 kg d'azote par hectare par an.
Ici, je vous présente un petit tableau. En gros, on se permet de dire qu'un pro-fertilisant, quand présentant C sur N bas, donc on a les pro-fertilisants, les digestats et les boues, les stations d'épuration, et les pro-amendants, ça serait les composts et les fumiers. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a fait un état de lieu, on a pris une photo des communautés microbiennes à l'année 2022, donc 6 années d'apport répété, et on voit qu'est-ce qui se passe, comme l'état des lieux de notre communauté microbienne du sol. Donc, les pros sont épandus tous les 200, les digestats tous les 100, et la fertilisation minérale tous les 100 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ici, je vous présente les propriétés physico-chimiques du sol, la teneur en carbone organique du sol. Donc, ici, je présente la modalité compost, après la modalité fumier, la modalité bout de station et les témoins. Et à chaque fois, je présente d'abord les digestats, en fait, les composts combinés avec les digestats, et après avec minéral, et ainsi pour les autres. Et ce qu'on voit, c'est que les parcelles qui ont reçu que de la fertilisation minérale, ce sont des parcelles qui présentent la teneur en carbone organique la plus faible, qui est significativement différente aux parcelles qui ont reçu du compost ou du fumier. Aussi, on voit que pour les parcelles qui ont reçu du fumier, combiné avec le digestat, la teneur en carbone organique est significativement plus élevée par rapport aux parcelles qui ont reçu fumier avec le minéral. Et on commence à voir aussi une petite tendance pour les autres modalités. Donc, les apports de matière organique stable et récalcitrante induisent à long terme une teneur en carbone organique qui est plus élevée comparée aux parcelles qui ont reçu du minéral, en gros, ce qu'on voit. Après, pour la biomasse microbienne moléculaire, donc on ne voit pas de différence significative dans l'ensemble des parcelles au bout de 6 années d'apport répété. Et comme on explique ça, en fait, dans les sites prospectifs, il y a la restitution des résidus de culture est faite sur l'ensemble des parcelles. Et on sait par rapport à la littérature que ces restitutions de résidus représentent autour de plus de 70% des apports totaux de carbone. Donc, ce qu'on voit, c'est un effet tampon de ces résidus qui sont restitués au sol et qui ne permettent pas de faire ressortir l'effet fertilisation sur la biomasse moléculaire microbienne. Et au niveau des structures des bactéries, donc pareil, à chaque fois je vous présente les modalités homologues que j'appelle. Donc ici, compost, fumier, boue et témoin. Et ce qu'on voit, c'est que entre les traitements homologues, la différence significative dans la structure des communautés microbiennes du sol se voit uniquement dans les parcelles qui ont reçu des pro-amendants, donc des pros qui ont reçu du fumier ou du compost. Donc, quand je combine le fumier avec le digestat, la structure des communautés microbiennes va être significativement différente à la structure des communautés microbiennes dans des parcelles qui ont reçu du fumier plus les minéraux. Et pareil pour les composts. Et donc, si je fais un résumé de ce qu'on voit donc, dans cette site expérimentale, donc je vous rappelle, c'est 6 années d'apport répété. Les digestats, ce sont de modalités couplées avec une stratégie de fertilisation particulière en fonction des sources supplémentaires d'azote, soit via les digestats, soit via la fertilisation minérale. Et on voit qu'au bout de 6 années, l'effet du minéral n'est pas le même que l'effet du digestat. Et les changements dépendent de la stratégie de fertilisation adoptée et on voit qu'une stratégie intéressante, c'est d'associer les propriétés fertilisantes du digestat avec un produit organique qui est récalcitrant avec un C sur N élevé comme les fumiers ou les composts. Donc, ici à la fin, je vous présente les différents articles qui ont été publiés. Donc, je n'ai pas présenté parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais on a eu 2 sites expérimentaux ainsi qu'un réseau de fermes. Donc, vous pouvez voir les rapports de l'ADEME qui a été publié l'année dernière et qui montre tous les résultats du projet Métabiosol. Et les 2 articles, donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 12e articles dans des sites expérimentaux, donc prospectives. Et le premier article, ça a été du site FPL à l'INRA et des Rennes. Donc, si vous avez du temps pour regarder, voilà, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Daniela. C'était très intéressant. Donc, je vais commencer à récupérer quelques questions qui sont posées.
Donc voilà, est-ce que la première question de Sandra, est-ce que l'on parle de digestat brut ou de digestat après séparation de phases, liquide et ou solide? Bon, dans les résultats que je vous ai présentés, c'est un digestat issu, c'est un digestat brut issu de déchets, de effluents de l'élevage et de matière végétale. Ça, c'est un digestat brut. Dans l'ensemble de la thèse, en fait, on se dit toujours, on essaye de généraliser l'impact des digestats, mais en fait, il n'y a pas un digestat, donc notamment il y a des digestats et donc les propriétés physico-chimiques des digestats va varier en fonction de matière, entrant au méthaniseur, de séparation des phases. Donc, dans ce cadre-là des résultats que je vous ai présentés, c'est un digestat brut. Voilà. Merci. Une autre question de Martine. Souvent, les réticences à la méthanisation se résument à des peurs des nuisances olfactives. Est-ce que cet aspect est pris en compte dans vos études? Des nuisances, je n'ai pas compris la question, désolée, papa. En fait, il demande si les réticences ou les oppositions à la méthanisation, elles se résument à des peurs concernant les odeurs. Et est-ce que cet aspect-là, sur tout ce qui est odeur, il est pris en compte dans ton étude? Non, non, ça n'a pas été pris en compte. C'était mon étude visait justement les points de vue écologiques des communautés microbiennes du sol. Donc, l'aspect olfactif n'a pas été mis en compte et l'aspect pathogène a été mis en compte dans les projets métabiosol, mais moi, j'étais dans une échelle plus loin, plus éloignée. Je n'arrivais pas à regarder les niveaux espèces spécifiques des micro-organismes. Voilà. Ok, parfait. On a encore 2-3 minutes pour les questions à Daniela. Est-ce que les participants voulaient poser encore, vous avez le temps de poser des questions? On a une question en plus de Pablo Faux. Est-ce que les inoculants mis sur les intrants en aval du process ont un effet sur le digestat? On me pose souvent cette question. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'éloigner les plus longs possible du dernier rapport de digestat ou de dernière perturbation au sol. Ça inclut les travaux du sol, ça inclut tout. On essaye de s'éloigner, justement pour éviter cet effet perturbation qui ressort dans nos résultats. L'exemple que je donne souvent, c'est quand on va chez les médecins pour faire une prise de sang, pour voir notre niveau de sucre, on ne va pas après d'avoir mangé un paquet de bonbons. Donc, c'est pareil. Donc, on fait comme une espèce de prise de sang du sol pour voir l'état du sol au niveau de microbiologie. Donc, on essaye de s'éloigner le plus long possible du dernier rapport, du dernier travail du sol, pour justement voir en fait, un état naturel du sol, entre guillemets naturel. Bon, voilà. Parfait. Je prends encore 2 questions. Donc, une question de Elena Colossiez. Elle demande si vous avez poursuivi l'étude en étudiant les rendements des cultures sur les 6 années en observant une amélioration de la production suite à l'apport du digestat. Justement, dans cette site, l'objectif, c'est d'avoir des rendements similaires dans les différents parcelles. Arriver au même rendement sans ne pas dépasser les seuils d'azote apportés au sol. Donc, les rendements est équivalent dans l'ensemble des parcelles. Ce qui change, c'est la stratégie de fertilisation et du coup l'apport d'azote. Donc, le rendement est similaire dans ce site. Dans l'autre site, le raisonnement des apports n'est pas pareil. Et donc, ça dépend du site, ça dépend des questions de recherche qui est posée dans cette cadre-là. C'est justement l'apport d'azote additionnel qui est pris en compte. Parfait. Une question de Sébastien Olivin. Est-ce que le digestat est épandu en surface ou dans le sol? Là, je n'ai pas la question là tout de suite. Il faut que je regarde. J'ai l'information dans ma thèse et aussi
avec les échanges des gens du site expérimental. Il me semble que c'est un apport manuel. C'est manuel, c'est... Non, je n'ai pas la réponse exacte en tête. Je peux me contacter avec la personne qui gère ça dans le site expérimental de Colmar et vous donner ça précisément. La façon Parfait. comment il est pendu et... Parfait. On communiquera le nom des personnes qui Ouais. ont posé les questions, comme ça vous pouvez vous rapprocher directement. On prend une dernière question de Raja Guti. Qu'en est-il de l'ajout des pesticides et d'autres produits chimiques, entre autres? Est-ce que cela a un impact sur les résultats que vous avez obtenus? Non, là, je n'analyse pas l'apport de pesticides, mais des produits phytosanitaires, c'est que l'apport de Digesta. Et donc ça, c'est d'autres questions de recherche un peu plus éloignées. Donc, dans mon cadre, je n'ai pas fait des analyses de produits phytosanitaires. Ok, parfait. Merci beaucoup, Daniela, pour ton intervention. On va donner maintenant la parole à Mohamed et n'hésite pas, Daniela, à répondre au reste des questions directement dans le chat et sinon te rapprocher des personnes une fois le webinaire terminé. Donc, Mohamed, je te donne la main. Normalement, tu es censé pouvoir défiler les slides. Pareil, on y va pour 10 minutes de présentation. Oui, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier le Club Biogaz ainsi que l'ensemble des participantes et participants à ce webinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mes travaux de thèse intitulés L'efficacité des couplages digestion anaérobie mésophile, réacteurs thermophiles pour la réduction de la production de boue, la production de biogaz et l'élimination des micropolluants. Cette thèse a été réalisée dans le cadre d'un contrat CIFRE en collaboration avec l'entreprise Saporal et le laboratoire TVI, et elle a été encadrée par Mme Bestière, M. Paul et Mme Cavalier. Je vais commencer par le contexte du projet de thèse. Ma thèse s'inscrit dans un projet européen appelé SAVE, qui propose des procédés avancés pour le traitement et la valorisation des effluents. D'abord, je remercie aussi l'ensemble des partenaires et les financeurs de ce projet qui sont indiqués en haut à droite. Ma thèse se concentre spécifiquement sur la file boue et propose et étudie un procédé hybride appelé MATAR. Les objectifs de cette technologie au sein d'une filière sont multiples. Ces objectifs sont la biodégradation des micropolluants, la réduction de la production de boue et augmentation de la production de méthane. Mais pourquoi on a choisi ce procédé hybride MATAR? MATAR, c'est le couplage d'un digesteur mésophile conventionnel avec un digesteur thermophile microaéré, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Ça nous permet de combiner le potentiel enzymatique aérobie avec le potentiel enzymatique anaérobie pour attaquer les liaisons dans la matière réfractaire. Et ce concept a été mis en œuvre dans le laboratoire TBI en 2010 et en 2020, et ça nous a montré une réduction accrue de la DSO totale ainsi que l'élimination de certains micropolluants. Ça a été validé à l'échelle pilote industrielle et aussi à l'échelle laboratoire, et aussi ça a été efficace sur différents substrats comme la boue primaire et la boue secondaire. Comme il n'y a pas beaucoup d'études sur ce procédé, l'objectif de mon étude était d'abord confirmer l'efficacité de MATAR pour la réduction de la matière réfractaire et des micropolluants, mais aussi explorer les mécanismes associés, notamment dissocier des effets température et d'oxygène, et de la présence de l'oxygène. Passons à la méthodologie. Notre méthodologie consiste à mettre en place 3 configurations différentes. La première configuration, appelée MAD, sert de référence dans notre étude. C'est un digesteur mésophile conventionnel à 35 degrés. La deuxième configuration est MAD-TAD. C'est le couplage entre un digesteur mésophile et un digesteur thermophile anaérobie à 55 degrés. La comparaison entre MAD et MAD-TAD
pour nous présenter l'effet de la température dans le réacteur couplé à droite. Et la dernière configuration est MATAD, que je vous expliquais précédemment. Et la comparaison entre MATAD et MATAR, ça peut nous présenter l'effet de la présence de l'oxygène dans le réacteur couplé. Et voici les conditions opératoires dans chaque configuration. Le temps de séjour dans le réacteur MAD et aussi dans les compartiments MAD de configuration hybride était de 15 jours, alors que le temps de séjour était d'1 jour dans le réacteur couplé TAD ou TAR. On a suivi plusieurs paramètres en entrée et en sortie des réacteurs, notamment la DSO totale, la DSO soluble, les micropolluants, H4+, NTK et la composition et le débit de biogaz. Pas le biogaz issu du réacteur TAR car il était trop dilué. Voici les résultats clés de chaque configuration. Cette figure nous présentait le devenir d'1 gramme de SO selon chaque configuration et ça nous permet de comparer toutes les configurations. Si on compare MAD et MATAD, on peut observer que ces configurations présentent les performances similaires. En bleu, vous avez la DSO soluble, en vert, vous avez la DSO convertie en biogaz, et en gris clair, vous avez la DSO particulière. Donc, MAD et MATAD présentent globalement les performances similaires, alors que MATAR peut nous présenter une amélioration de 14% d'hydrolyse de la matière particulière, et en revanche, ça ne se traduit pas par une augmentation de la production du biogaz. Pour conclure que le couplage avec un réacteur aérobie thermophile pour améliorer l'hydrolyse de la matière réfractaire. Et ça, c'est un résultat positif de cette configuration. Une originalité de mon étude, c'était d'étudier la phase transitoire. Comme on a mis en place le réacteur de la phase de mise en régime, on a aussi étudié la phase transitoire. Notamment, on a constaté les tendances intéressantes sur le pH et la concentration des acides gras volatiles. À gauche, vous avez la figure qui vous présente la concentration des acides gras volatiles en fonction, au cours du temps, mais aussi le pH en bleu. Le pH en bleu. Vous pouvez observer que le pH est quasiment stable dans le réacteur conventionnel MAD et on n'a pas d'accumulation d'AGV. Par contre, en MATAD, au centre, et en MATAR, à droite, vous pouvez observer une accumulation transitoire des acides gras volatiles et aussi une variation du pH. Ça nous a alerté comme un déséquilibre entre les populations et on a utilisé la modélisation comme un outil pour étudier l'effet de passage séquentiel de la boue dans un réacteur thermophile, anaérobie ou aérobie. La modélisation a été basée sur le modèle ADMA, mais aussi on a introduit des composants intermédiaires comme lactate et éthanol et on a pris en compte l'effet de la température sur les équilibres et les transferts gaz liquides. On a utilisé le logiciel Aquasim pour la modélisation et d'autres hypothèses ont été testées basées sur la littérature, les résultats expérimentaux et aussi nos observations. La première hypothèse, c'était augmenter la mortalité dans le réacteur couplé TAD ou TAR. Et la deuxième hypothèse était le développement des populations thermorésistantes qui au fur et à mesure, remplacent les populations initialement présentes dans le réacteur. Ça veut dire quand la boue passe séquentiellement dans le réacteur thermophile, les populations initialement présentes sont éliminées et les nouvelles populations s'adaptent et se développent dans le système. La comparaison entre les résultats expérimentaux et la modélisation nous a montré que la deuxième hypothèse pour reproduire mieux les résultats expérimentaux. Donc, la deuxième hypothèse a été confirmée par la modélisation. Concernant les micropolluants, vous pouvez voir trois figures qui vous présentent d'abord à gauche le pourcentage d'élimination en MATAR en fonction du MAD. Les points qui sont au-dessous de bissectrice pour nous présenter une amélioration de la biodégradation de micropolluants. Vous pouvez voir que ofloxacine et carbamazepine sont mieux éliminés
dans le réacteur MATAR par rapport au MAD. Dans la figure au centre, c'est pareil, les molécules ofloxacine et carbamazepine sont mieux éliminées. En revanche, si on compare MATAR et MATAD pour étudier l'effet de la présence de l'oxygène, il faut voir que les points sont très proches de la bisectrice, donc la température n'a pas un effet notable dans le TAR. Et on a observé l'effet positif de la température élevée dans le TAD ou TAR sur la biodégradation de quelques micropolluants. Et passons aux impacts et perspectives pour les prochaines études et pour la filière. Pour les prochaines études, on peut proposer d'étudier l'origine de l'amélioration du MATAR. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une combinaison thermophilie aérobie ou juste une présence de l'oxygène pour être suffisant? La deuxième proposition, c'est de distinguer les effets physiques des effets biologiques. Par exemple, utiliser de l'azote à la place de l'oxygène dans le TAR. Et on propose de quantifier l'ensemble des gaz produits dans un MATAR, le gaz surtout qui sort du TAR. Les perspectives pour la filière. Comme on a observé une hydrolyse améliorée de la matière particulière dans le MATAR et aussi une meilleure biodégradation de fluoxétine et carbamazepine, et aussi on a observé une réduction de la résistance aux antimicrobiens et les gènes résistants aux antibiotiques. Et on a aussi observé de la réduction de la phytotoxicité du digestat. Mais en parallèle, on consomme beaucoup d'énergie pour piloter une configuration comme MATAR à cause d'une température élevée en aération. Et on a aussi observé une baisse de production de biogaz qui sort du MATAR. Donc, c'est nécessaire d'améliorer la production pour récupération du méthane pour envisager une application industrielle du MATAR. Il faut encore continuer la recherche sur cette configuration. Merci pour votre écoute et votre attention. Et je voudrais aussi remercier tous les membres du projet SAVE et les gens qui ont participé à ce projet. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, on va commencer par les questions. On a une première question de Pablo. Actuellement, seul un pilote est disponible. Est-ce que vous prévoyez de développer un prototype à l'échelle industrielle? On n'a pas encore envisagé de mettre en place en échelle industrielle, comme je vous ai mentionné dans le dernier slide, parce qu'il y a encore des questions à répondre et il faut encore plus de recherche sur cette configuration avant de mettre en place cette configuration en industrie, à l'échelle industrielle. Parfait, merci pour cette clarification. On a une autre question de Yves Mombrez. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur l'application du concept MATAR à des substrats autres que des boues? On a utilisé les boues pour lancer ces réacteurs, mais ce qui était intéressant, c'était que par les tests de séquençage microbien, on a observé que il y a de nouvelles populations qui apparaissent dans ces systèmes qui sont plus adaptés à des substrats avec les protéines élevées. Parce qu'on a observé de l'apparition de populations qui sont mieux adaptées à teneur de l'azote ou de protéines élevées. Donc, on peut proposer d'utiliser le MATAR pour les substrats comme le fumier ou les substrats issus de l'agriculture. Ça peut être utilisé, mais on n'a pas fait le test, mais ça peut être pertinent et cohérent. Ok, merci. Je prends la question de Sandra Bobin. Elle souhaiterait savoir pourquoi on observe une amélioration de la dégradation des polluants. Est-ce que vous prévoyez une étude à ce sujet précis? Oui. Comme nous, on avait ciblé 19 molécules pour étudier les mécanismes de dégradation de ces micropolluants. Comme à la fin, les résultats de 4 molécules étaient exploitables,
on ne pouvait pas vraiment étudier et donner des hypothèses et expliquer l'amélioration de biodégradation de ces micropolluants. Par contre, dans la littérature, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs études sur les paramètres différents qui influencent la biodégradation des micropolluants, notamment la biodisponibilité des molécules. Ça veut dire plus une molécule est soluble et solubilisée dans la partie liquide du réacteur, plus elle est accessible pour les micro-organismes, plus elle est biodégradable. Et cette biodisponibilité, ça dépend de l'hydrophobicité des interactions électrostatiques et aussi les populations microbiennes présentes et de la température. Mais il y a beaucoup d'études qui ont étudié ces aspects-là. Nous, on a aussi étudié ça et on a pu montrer que, par exemple, on n'est pas gouverné par l'hydrophobicité sur le partage des molécules entre la phase liquide et la phase solide. Ça, c'est un point intéressant dans notre étude. On a observé qu'on est gouverné plutôt par les interactions électrostatiques pour l'hydrophobicité. Et aussi, on a pu montrer que, par exemple, ofloxacine, malgré une hydrophobicité élevée et une part qui est plutôt malgré son partage dans la phase solide, elle est bien éliminée. Donc, on a pu montrer des tendances, mais pour pouvoir aller plus loin, il faut tester sur plusieurs molécules pour pouvoir confirmer ces. Super, merci beaucoup Mohamed. Donc, on a parcouru les questions. Ce que je propose, c'est de conclure cette première édition des interventions des jeunes chercheurs sur la méthanisation. Et je vous remercie encore une fois aux 3 intervenants et aux participants aussi nombreux pour cette première édition. J'espère que ça vous a plu et c'était instructif et intéressant. Donc, j'en profite aussi pour vous annoncer que la deuxième série, elle aura lieu le 5 décembre à 11 h et on aura des thématiques sur le digestat et la fertilisation avec une intervention de Anne-Flore Didlot sur les effets de l'apport de digestat de méthanisation et des cultures hivernales sur les flux de carbone dissous et la composition de la matière organique dissoute au sol. On aura une deuxième intervention sur la thématique innovation et voies nouvelles avec Misa Keramati sur l'intensification de la méthanation biologique ex situ du CO2 par accélération des transferts de masse gaz et liquide. Et finalement, on aura une troisième intervention de Perla El Najjar sur la thématique environnement et durabilité. Elle interviendra sur la présentation d'une étude et modélisation du devenir d'un polluant organique persistant par la méthanisation qui est la chlordécone. Et j'en profite aussi pour vous informer que sur un format un peu plus classique des webinaires du CTBM, on aura l'intervention de Charlotte Lepitre de Atmo France sur la qualité de l'air et des odeurs autour des unités de méthanisation avec le projet Aquameta. Et on vous donnera toutes ces informations dans le mail de suivi. Donc, n'hésitez pas à marquer vos calendriers et à vous inscrire le plus tôt possible. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et votre participation. Bonne journée.